On a vu déjà apparaître une génération qui a grandi avec l'informatique, avec les jeux vidéo aussi, et j'ai l'impression que les modes d'apprentissage ont dû un petit peu s'adapter à cette génération-là. Ce qui me frappe particulièrement chez cette génération qui a grandi de cette façon-là, dans cet environnement, c'est une soif d'information qui est une demande générée de plus en plus par l'individu lui-même. C'est vraiment l'individu qui génère la demande. Ce qui fait qu'il va y avoir il va être dans une situation de plus grande motivation et forcément de plus grande aussi attention à l'information qu'il reçoit et une plus grande intégration par rapport à cette demande, ce qu'il sait déjà. Donc ça, je trouve que c'est très positif. Je pense qu'on apprend bien là-dessus, de cette façon-là. Qu'apportent les nouvelles technologies à l'apprentissage. Ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est qu'elles s'adaptent de plus en plus à la façon dont fonctionne le cerveau, qui sert avant tout à agir, à choisir la bonne action dans un contexte donné. Et en fait, on voit bien qu'avec des évolutions de type serious game, la personne est vraiment mise en situation. Et elle va apprendre justement à avoir le bon réflexe, à choisir la bonne action dans le contexte dans lequel elle est plongée. Si vous voulez, il y a un parallèle qui me paraît pas mal, c'est celui du langage. Prenez un livre qui a le prix Goncourt, parfaitement bien écrit, vous allez voir que les mots eux-mêmes ne sont pas forcément des mots très compliqués, c'est des mots que vous-même vous connaîtriez, vous pourriez utiliser. Simplement la grande différence, c'est que l'écrivain, lui, il va choisir à chaque fois le bon mot dans le bon contexte. Et pour les actions qu'on a à réaliser dans la vie de tous les jours, ou dans une situation bien particulière pour laquelle on est censé être formé, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que l'action, on sait peut-être la réaliser, on aura appris à la réaliser, mais le problème, ça va être de la mettre en jeu au bon moment dans le contexte. Et là, le fait de simplement apprendre des automatismes de façon déconnectée du contexte, pas forcément très efficace. Ce qui va être intéressant, c'est justement d'apprendre à l'associer au bon contexte. Et là, le fait de pouvoir créer des environnements virtuels où la personne est dans le contexte et va devoir agir de la bonne façon, elle me paraît vraiment extrêmement intéressante au niveau de l'apprentissage. Parce qu'on colle de plus en plus à la façon dont le cerveau aime fonctionner et aime apprendre en fait. Avant même ou préalable au processus d'apprentissage de savoir réel, il y a également un apprentissage de l'attention pour mieux stabiliser cette attention, donc que les gens soient plus réceptifs et apprennent plus vite. Ça, c'est une chose. Plusieurs avantages d'une bonne attention, d'une bonne sélection de l'information pertinente. La première, c'est un meilleur apprentissage. Nous, on est en train de mener une étude là, montrant que même sur 2 minutes, sur une période aussi courte que 2 minutes, finalement, il y a beaucoup de blanc au niveau de l'attention. On n'est pas du tout concentré de façon égale pendant les 2 minutes, il y a beaucoup de sautes. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut apprendre à être attentif au bon moment, c'est assez clair. Et à respirer, à prendre des pauses et se relaxer quand c'est nécessaire, c'est-à-dire travailler plus sous forme de petits sprints. Vous savez, en jogging, on parle de fractionner, plutôt que d'essayer de courir mollement pendant toute une journée. Il y a moyen d'être beaucoup plus efficace de ce côté. La question de l'endurance de l'attention, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on peut être attentif, elle dépend énormément de ce que vous faites. On le voit bien avec des gamins qui passent 2 heures sur un jeu vidéo, rigolo comme tout, ou même 2 heures au cinéma, ils n'ont pas de problème d'attention, et puis vous les mettez dans une salle de classe, là au bout de 10 minutes, ils vont exploser. Donc ça dépend vraiment de ce que fait la personne, mais il y a des facteurs qui sont liés à l'intérêt de la tâche et qu'on peut difficilement contrôler. Donc ceux-là, on peut un peu les laisser de côté pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est de travailler sur l'autre côté, c'est-à-dire comment est-ce que l'individu peut lui s'adapter pour rester concentré quand c'est nécessaire, même quand la tâche elle-même n'est pas forcément parfaitement captivante.
que de plus en plus, l'information, il va falloir qu'elle soit délivrée au moment où la personne en a besoin, dans le contexte où elle en a besoin. Et c'est là où on sait qu'elle va être la mieux intégrée aussi. Parce que c'est là que son attention, évidemment, va être maximale. C'est là qu'il va pouvoir faire le plus de liens possible avec d'autres choses qu'il a en tête. Enfin, l'attente est maximum, donc forcément, l'information va être mieux mémorisée, le savoir va être mieux mémorisé. Donc je pense que c'est un bien d'une certaine façon. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être un effort de discipline, d'autodiscipline pour ne pas se laisser complètement submerger par cette information qui est disponible à tout moment. Donc bon, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra apprendre. Je discute souvent avec des gens de l'éducation nationale qui, à chaque fois, effectivement, sont un petit peu coincés dans cette ambivalence, savoir s'il faut adapter le contenu aux élèves ou s'il faut adapter les élèves au contenu. Si vous avez un enseignement comme ça, très à la demande, le problème, c'est quand vous faites face à une grande classe avec des demandes très différentes, comment est-ce que l'enseignant va s'adapter par rapport à ça? Donc peut-être qu'il faut déporter une partie de ce savoir sous une forme plus électronique, internet et autres, où l'élève va lui-même aller chercher l'information quand il en a besoin, donc à son rythme, qui ne sera pas forcément celui du voisin. Bon, il faut quand même rester sur une notion de cours magistral décidée par l'enseignant et qu'elle est un petit peu le même pour tous, mais en tout cas il y a une vraie question de la part de l'éducation nationale, je le sens. Est-ce qu'il faut s'adapter et à quel point? On parle beaucoup de souffrance au travail vis-à-vis du multitâche, du fait d'être sans arrêt tiré dans tous les sens, ce qui est une source de confusion mentale et de moindre efficacité. Là encore, je pense qu'en s'inspirant de recherches en neurosciences cognitives, il y a moyen d'amener les gens vers une situation de plus grand confort, où ils sont plus dans ce qu'ils font à chaque instant, et éviter d'être en train d'essayer de tout faire en même temps. Plus grand confort, plus grande flexibilité aussi pour passer d'une chose à une autre, et donc plus grande efficacité, et puis tout simplement plaisir de travailler. Au niveau de l'entreprise, du groupe, vous allez avoir des gens qui travaillent mieux déjà, qui sont plus efficaces, qui passent moins de temps sur ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils le font plus vite, et du coup qui sont plus reposés aussi, parce que moins de conflits entre toutes les choses qu'ils essaient de faire en même temps. Donc globalement, une entreprise plus efficace, on va dire, et puis avec des gens qui s'y sentent mieux, ça c'est important quand même.